La campagne agricole 2022 a enregistré des résultats satisfaisants dans l'ensemble, à l'exception du coton. Des informations données au cours de la 13e session du Comité exécutif national de l'agriculture présidé par le Premier ministre. Il est temps d'atteindre 0 cas de paludisme. En ce 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme, le monde se mobilise contre cette épidémie qui continue à faire des ravages. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a présidé la 13e session du Comité exécutif national de l'agriculture. Principale information, la campagne agricole 2022 a enregistré des résultats satisfaisants dans l'ensemble, hormis le coton. Cela malgré des difficultés diverses. On note 10 millions de tonnes de céréales, 390 000 tonnes de coton graines et 87 000 tonnes de viande rouge, entre autres. Compte rendu à Lucien Touré. Parasites nuisibles aux cultures, surtout cotonnières, coût élevé des intrants, insécurité sont autant de paramètres ayant pesé sur le cours de la campagne agricole. C'est le lieu de rappeler que la campagne agricole 2022 s'est déroulée dans un contexte particulier, caractérisé par les impacts négatifs des sanctions illégales et inhumaines à l'encontre de notre pays prises par la CEDEAO et l'UEMOA le 9 janvier 2022. Par la restriction budgétaire de l'État consécutive aux effets de dites sanctions. Par l'apparition des insectes appelés jacides, nouveaux ennemis des cultures, notamment le coton, repéré pour la première fois au Mali. Le coût élevé des intrants agricoles suite à la crise russo-ukrainienne. Et enfin, l'insécurité encore présente dans certaines zones de production. Malgré ces contraintes, les principaux résultats de la campagne agricole 2022, hormis le coton, sont satisfaisants car nous notons 10 90 303 tonnes de céréales et 87 949 tonnes de viande rouge, 1 191 722 personnes assistées par la distribution alimentaire gratuite, dont 34 147 000 tonnes de céréales. Outre le bilan de la campagne 2023, le 13e Conseil exécutif national agricole se penche sur la programmation des activités agricoles pour la campagne de 2023 et les projections de 2024 et 2025. L'accent sera mis sur la modernisation et la mécanisation. À cet effet, le gouvernement est engagé à travers la politique de développement agricole pour que, premièrement, les équipements agricoles et de production soient mécanisés, disponibles et accessibles aux producteurs. 2. La gestion de la subvention soit améliorée et il me plaît de constater la volonté du département du monde rural d'engager des réformes en matière de distribution afin de promouvoir l'utilisation d'engrais locaux. Le développement des filières agricoles 3 soit intensifié. Le Premier ministre s'est félicité de l'installation des agropoles dans la périphérie de Bamako et de Koulikoro, mais estime que les autres localités devraient également en être pourvues. La campagne agricole présente se caractérise par un recul de la production cotonnière. Le coton a connu une attaque des ravageurs, des insectes, qu'on appelle les acides. Les produits chimiques qu'on avait au niveau du Mali qui étaient disponibles n'avaient pas d'impact sur le type de jacide que nous avons connu cette année. Donc, au moment où on prenait les dispositions pour lutter, on a essayé de changer, d'utiliser plusieurs formes de lutte en essayant d'intensifier les luttes, d'écourter le temps de traitement des champs. Mais malheureusement, on a perdu plus de 25% des superficies cultivées. Et aussi, cette année, vous savez, il y a eu beaucoup de pluie. Souvent, des champs ont été inondés et cela aussi a contribué à réduire
vraiment la production de coton. Les observations et recommandations ainsi formulées seront acheminées au Conseil supérieur de l'agriculture dont la session se tiendra prochainement sous la présidence du chef de l'État. Ce 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme, une maladie qui continue à faire des ravages malgré les efforts des décideurs politiques et leurs partenaires. Il est temps d'atteindre 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre. C'est la thématique qui retient l'attention cette année. Le discours de la ministre de la Santé et du Développement social avec Awaditma Kamara. Le paludisme reste un problème majeur de santé publique et de développement. Il demeure l'une des premières causes de mortalité en Afrique et frappe plus durement les femmes enceintes et les enfants. Malgré des progrès enregistrés dans la lutte contre la maladie, le tableau est loin d'être reluisant car ce sont des millions de personnes qui sont touchées de par le monde. Selon le rapport 2022 de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de paludisme a été estimé à 247 millions en 2021 contre 245 millions en 2020, soit une hausse de près de 2 millions de cas entre 2020 et 2021. Au Mali, le paludisme constitue la première cause de morbidité, 43%, et de mortalité, 27%, selon les données du système local d'information sanitaire. En 2022, nos établissements de santé ont enregistré 3 771 426 cas confirmés de paludisme, dont 1 197 864 cas graves, avec malheureusement 1498 décès. Pour accentuer les campagnes de sensibilisation, les autorités décident de célébrer l'édition 2023 sous le thème « Il est temps d'atteindre 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre », un thème qui souligne la nécessité de renforcer les innovations et les investissements pour un meilleur impact de la lutte contre le paludisme. Il vise ainsi à accélérer les progrès accomplis par les pays, notamment ceux en voie d'élimination du paludisme, et à relancer le mouvement mondial. L'espoir renaît donc dans la lutte contre le paludisme. Des essais de vaccins sont développés et le Mali joue un rôle important dans la chaîne. Le ministre Sangaré salue les prouesses des chercheurs maliens. Répondant aux critères d'éligibilité, le gouvernement du Mali, avec l'appui de ses partenaires, a soumis la demande d'acquisition de vaccins contre le paludisme pour l'implémentation de la vaccination au Mali en 2024. L'accent devra être mis sur les stratégies innovantes basées sur le développement de la recherche pour une couverture sanitaire universelle des populations. Et Djeminetou Sangaré de saluer la tenue de la Semaine de la santé et de la protection sociale initiée par les autorités pour renforcer les actions de lutte contre la maladie. Lutte contre la traite des personnes au Mali en lien avec la migration. Caritas Suisse vient d'organiser une table ronde sur cette préoccupation qui touche le monde entier, notamment le Sahel. Jules Sambou-Sissogo nous en dit plus. Le lien entre la migration et la traite des personnes est très étroit. Un crime en ce qui concerne la deuxième préoccupation. Voilà le centre d'intérêt de Caritas Suisse et ses partenaires, dont le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, l'Union européenne et l'OIM. La migration dans la région du Sahel est une question complexe qui pose d'importants défis, notamment en termes de contexte sécuritaire, de multiples violations des droits, des besoins en aide humanitaire et des capacités de réponse limitées des acteurs. Pour répondre à ces défis liés à la protection des migrants au Sahel, Caritas Suisse, Ligue de Consortium, a lancé en décembre 2020, sur un financement de l'Union européenne, un projet intitulé le projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires au Sahel. La coordination des interventions des différents acteurs est indispensable pour une meilleure sensibilisation sur le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes au Mali. L'Union européenne est engagée à lutter contre la migration irrégulière et à promouvoir les droits humains. Grâce au Fonds fiduciaire d'urgence, l'Union européenne a aussi pour financer les projets POC, les partenariats opérationnels conjoints, qui a appuyé la brigade de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. La présente activité cadre parfaitement avec les missions du comité, qui sont entre autres l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées,
la contribution à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, le renforcement de capacités des acteurs de la lutte dans le cadre de la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat. Les participants ont échangé sur plusieurs aspects du cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes au Mali, avec les éclairages des spécialistes du domaine. Journée nationale de la pomme de terre, première édition, c'est du 28 au 29 avril 2023 à Sikasso. La ville va à cet effet accueillir des invités de plus de 20 pays dont le Burkina Faso, le Sénégal et la Guinée. En prélude à cet événement, le président de l'interprofession pomme de terre au Mali donne quelques explications sur les enjeux de cette première édition. Abdul Karim Sanogo est au micro de Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. Cette journée nationale est adossée à un plan stratégique national adopté par le gouvernement du Mali et l'interprofession. Et pour ce faire, la vision de l'interprofession, c'est d'avoir 1 million de tonnes de pommes de terre de consommation et de produire la semence locale malienne Made in Mali de 2000 tonnes à l'horizon 2026. Et pour ce faire, nous avons des thèmes pointus dans ces journées. C'est les 28 et 29 avril à Sikasso, où, il faut le dire, Sikasso sera baptisé capitale de la pomme de terre du Mali et de l'espace UEMOA. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes premiers dans l'espace UEMOA en termes de production de pommes de terre de consommation pour à peu près 500 000 tonnes. Et les thèmes pointus sont les suivants. Nous avons le premier facteur qui est lié à la multiplication de semences nationales où la semence, comme vous le savez, constitue 40% déjà du rendement. Donc il faut de la semence saine. Et le deuxième enjeu est lié à la conservation qui est capitale parce que nous perdons à peu près 24% de notre production post-récolte chaque année et cela nous coûte à peu près 13 milliards de CFA en termes de coûts de revient. Et le troisième thème pointu, c'est lié au changement climatique. Et le quatrième est transversal, c'est lié à la problématique du financement de la filière et des acteurs en général, parce que sans argent, vraiment rien ne se crée. Au moins 5 pays seront au rendez-vous. Vous avez naturellement le Burkina qui est un partenaire privilégié, la Côte d'Ivoire, et le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Bénin, le Togo et même le Niger. En ce mois d'avril, le thermomètre grimpe jusqu'à 44 degrés Celsius. C'est le cas par exemple à Caille. Nous cherchons tous donc des alternatives pour nous rafraîchir, ce qui est logique. Et c'est en ce moment que les réparateurs d'appareils électroménagers se frottent les mains. Ibrahim Konaté et Sambou Diakité sont allés faire le constat pour nous. Reportage. Pendant cette période de forte chaleur, où la température varie entre 38 et 40 degrés à Bamako, l'utilisation des appareils électroménagers comme l'humidificateur, les ventilateurs, réfrigérateurs, congélateurs ou climatiseurs devient indispensable. D'où l'intervention de ces réparateurs. En période de chaleur, les gens ont besoin de fraîcheur. Ils demandent beaucoup d'eau glacée, ce qui fait que nous réparons couramment les fontaines. Souvent, nous modifions même les frigos et les congélateurs pour que ça soit plus rapide et plus rentable. Moi, je répare les ventilos ainsi que les humidificateurs. Les raisons qui font que ça se gâte sont multiples, souvent par mauvaise manipulation ou par baisse des tensions d'électricité, mais c'est réparable. C'est pratiquement la période idéale pour les réparateurs de se frotter les mains. Les appareils que nous vendons marchent surtout en période de chaleur. Cette année, le marché est lent, tout simplement parce que les gens n'ont pas d'argent. Je pense que pratiquement ça va beaucoup. Ça va sur le plan du travail, ça va. On se défend. Dieu merci. C'est un métier vraiment qui rapporte beaucoup. C'est une occasion que je lance un appel pour tous les enfants de venir apprendre le rebobinage. C'est un bon métier. Malgré l'abondance du marché,
les difficultés existent. Ce qui nous fatigue beaucoup, souvent les clients viennent déposer les ventilos pendant des mois. Mais quand la chaleur commence seulement, ils viendront se présenter. Cependant, les dépanneurs, revendeurs et réparateurs d'appareils électroménagers profiteraient pleinement. C'est un secteur porteur qui doit être beaucoup plus valorisé et encadré. Histoire d'une vieille école pour clore ce journal. Le second cycle A de Kita, appelé il y a 100 ans École A. L'école A ouvert ses portes en 1881. Les premiers enseignants étaient des sous-officiers français et les élèves des enfants des tirailleurs du fort. Depuis, l'ex-école coloniale de Kita a subi plusieurs mutations. Quel souvenir à partager plus de 140 ans après? Réponse dans ce dossier signé Mamadi Alioubari. La création du second cycle A de Kita remonte en 1881 au quartier Sebgouni au centre-ville de Kita. À son ouverture avec le nom École A au lendemain de l'occupation française de la ville de Kita entre 1881 et 1884, les cours étaient dispensés par les militaires français. Avant la construction de l'école A, vers la place de l'indépendance était construite une école dite école des nègres pour préparer les interprètes au français approximatif. C'est eux qui étaient préparés pour traduire le langage des Blancs pour les autres. Toi, y a dit. Moi, tu es un bon fusil. Toi, tu es bon fusil. Moi, manger, toi, manger. Au lieu de tomber calan, au lieu de tomber ta, kata isigi toi au blanc encore, frappé comme il faut qu'à la cali. L'école A est une vieille école héritière du temps colonial. Elle fut créée en 1881 par le capitaine Petri qui voulait s'exprimer et se faire comprendre avec les autochtones. Sous l'école primaire élémentaire indigène, un important contingent d'élèves était fourni par les tirailleurs du fort sous l'autorité du capitaine français Petri. 1881 intéressait surtout les enfants du village de Kita. Selon plusieurs récits, l'officier Petri désirait en faire des pionniers de 1881, influence française. Les élèves qui ont été formés ici depuis le temps colonial jusqu'à l'indépendance, alors je peux retenir comme Mamil Sidibé, Tchéoulin Konaté, il y a Anatole Sangaré, ensuite Mamadou Madera Keïta. Ils sont nombreux. Dans les années 1885 à 1904, l'école coloniale connaît ses premières mutations avec le transfert de l'école du fort à son emplacement actuel sous le leadership des pères blancs aux ordres d'Archinard. Et c'est entre 1924 et 1925 que l'école A prend le statut de l'école régionale avec 3 classes et 2 divisions chacune. À l'image du système éducatif national, l'école A de Kita a subi la réforme de l'enseignement de 1962, 2 ans après l'indépendance du Mali. Cette grande réforme sous le président Modibo Keïta changera les structures héritières du régime colonial, ce qui rendit mixtes toutes les écoles de la République. Plusieurs responsables se sont succédés dans la gestion du patrimoine colonial. Parmi ceux-ci se trouve François Barbouzier le premier. Ensuite, ce fut le tour de Pierre Monzon. Après Pierre Monzon, il y a eu Gérald Djigijalo. Après celui-là, il y a eu Tcheman Koulibaly. Après Tcheman, il y a eu Bagadjala Keïta. Il y a Bala Sissoko. Cette école a connu plusieurs mutations. Elle a ouvert ses portes en 1881. Donc, de 1881 à 1884, elle s'appelait l'école régimentaire. Et l'enseignement était donné par des sous-officiers français. L'histoire de l'école A de Kita constitue un repère pour la nouvelle génération et au regard de l'engagement des autorités actuelles du pays, des efforts sont engagés et soutenus pour un système éducatif plus performant.
C'est à partir de 1993, à nos jours, l'école est devenue école fondamentale second cycle A de Kita. L'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment un cri de cœur. SOS, parce que cette école-là s'effondre. Elle est presque exiguë. Les élèves sont dans les salles de classe qui sont très mal aérées. L'école a besoin d'une réhabilitation. Ce qui est frappant, c'est l'architecture. C'est une très vieille architecture faite en terre, en semi-dur, mais qui continue à résister au temps et qui mérite d'être préservée, qui mérite d'être réhabilitée et qui mérite même d'être renforcée. Et c'est là pour les raisons que de très grands cadres de ces pays, donc de la région de Kita, sont passés par cette école. Nous n'allons pas tous les citer, mais ils sont très nombreux. Donc c'est l'occasion que toutes ces sommités qui sont partis de cette école pensent à cette école. Le second cycle A de Kita, un patrimoine historique pour le Mali et la sous-région, a formé plusieurs hauts cadres soudanais comme les Simbo Keita, Mamadou Madjere Keita, Oumar Ly, entre autres. C'est la fin de ce journal. À 20h, vous serez en compagnie de Salimata Daou pour la grande édition. À 23h, Abdul Karim Kaba sera là pour la dernière édition. Moi, je vous dis à demain 13h. Inch'Allah. Bel après-midi à vous tous.